Ça y est, nous y sommes. Chacun a pu reprendre sa place et je souhaite bien évidemment tout d'abord remercier en votre nom et en mon nom personnel donc la présence du président Pankouk. Merci Monsieur le Président de nous avoir rejoints à l'occasion de cette assemblée plénière où nous avons passé la première partie de matinée à nous interroger sur les questions des enjeux de l'eau et des risques d'inondation sur les trois bassins. Donc un travail qui a été repris par notre commission et voté, ce qui est pas trop rare dans notre assemblée, mais peut-être un peu plus rare dans d'autres assemblées, à l'unanimité. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à noter, c'est cette fameuse recherche de consensus qu'il y a entre les trois collèges, 1, 2, 3 et 4 donc de notre Assemblée. Donc merci de nous avoir rejoints. Et puis, je vais vous passer la parole pour nous parler des relations que nous pouvons avoir entre nos deux assemblées. Bien évidemment, relations qui doivent s'appuyer sur un certain nombre de principes. D'abord, chacun à sa place, et nous sommes très vigilants les uns et les autres là-dessus. Et puis, comment est-ce qu'on peut établir une réelle complémentarité entre une assemblée d'élus et une assemblée donc, qui représente la société civile organisée dans notre région. Écoutez, Monsieur le Président, je vous passe la parole. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les membres du Césaire, je dois d'abord vous dire tout l'intérêt que j'ai de rejoindre vos travaux ici ce matin. Ça m'est assez singulier, Monsieur le Président, d'être assis à côté de ma place. Mais c'est avec grand plaisir, en tous les cas, de pouvoir venir vers vous. D'abord parce que on a eu l'occasion, sans se voir forcément, de partager au fil de ces dernières années, à plusieurs reprises, nos visions, nos travaux, et en tous les cas, de donner ensemble, j'ai envie de dire, sur un certain nombre de sujets. Dans votre propos, Monsieur le Président, vous posez, au-delà de la question de l'eau, la vision qui pourrait être la mienne de ce que serait une complémentarité entre nos deux assemblées. Et le fait de rappeler qu'il convient de le faire chacun à sa place. Moi, j'aime beaucoup cette entrée en matière et c'est très volontiers que je rebondis sur votre propos pour vous dire ici quelques mots ce matin. D'abord, et ça n'est pas une découverte, je considère qu'il y a une véritable complémentarité entre nos assemblées et nos travaux. J'ai eu l'occasion de le dire dans une courte vidéo qu'on a tournée il y a quelques mois, et c'était pour moi un exercice intéressant de pouvoir vous partager, certes de manière dématérialisée, mais en tous les cas vous partager la vision que je peux avoir sur cette question. D'abord, le chacun à sa place, à l'évidence, puisque nous ne tirons pas notre légitimité de siéger de la même manière. Et c'est la première raison pour laquelle il convient effectivement que nous le fassions, chacun, ce pourquoi nous sommes élus, ce pourquoi nous sommes présents. Cette légitimité démocratique s'agissant des élus régionaux qui m'accompagnent dans ce mandat, et la légitimité de la diversité, de la représentation, de la parole que vous représentez pour d'autres, s'agissant de ce qui concerne ici le Césaire. Et avec une vraie complémentarité. Complémentarité qui est liée au fait que nous ne vivons pas au quotidien la même chose. Et que chacune et chacun d'entre vous ici a une bonne raison légitime de porter la voix qu'il ou elle porte, compte tenu de ce qu'il ou elle représente des partenaires, des membres de son organisation ou du courant au sens dynamique ou économique que vous représentez. Et c'est là que se trouve toute la complémentarité. Dans cette salle ici de séance, nous délibérons les uns et les autres avec sans doute ce que les uns et les autres produisent. Moi, j'aime beaucoup cette idée que nous puissions être éclairés dans le mandat d'élu régional par ce que les membres du Césaire auront dit sur tel ou tel autre sujet. Et je ne doute pas, je crois avoir remarqué d'ailleurs, qu'il arrive que le Césaire, ou en tous les cas les membres du Césaire, aient à réagir des délibérations qui ont été prises par l'Assemblée régionale.
Et je trouve que tout ça est très sain, et que tout ça est très démocratique, de ce que nous puissions nous emparer les uns et les autres des travaux de ceux qui sont notre prolongement d'une manière ou d'une autre. J'aime cette idée de la complémentarité. La complémentarité, Monsieur le Président, je considère qu'elle doit aussi s'exprimer d'une autre manière. Il y a l'autosaisine qui vous donne l'autorité naturelle de vous engager sur un sujet parce qu'il représente un intérêt pour vos travaux, pour votre Assemblée, ou parce qu'il représente une certaine adhérence de ce que la société a envie d'exprimer dessus, et que vous nous confiez alors les travaux de cette autosaisine. Mais en complémentarité, je me réserve aussi la possibilité, avec mon exécutif, de vous solliciter sur tel ou tel autre sujet, qui, en amont de nos délibérations, nous permet d'avoir l'éclairage de la société civile, de ce que vous souhaitez représenter dessus. Et donc, c'est pour moi une véritable complémentarité. Les sujets ne manquent pas, et vous avez su d'ailleurs les faire vôtres autant que de besoin, soit parce que l'actualité met en évidence un certain nombre de sujets sur lesquels il y a pertinence ou intérêt, soit parce qu'à un moment donné, à la faveur, par exemple, de grands investissements, eh bien, vous avez à partager aussi votre vision pour nos propres travaux. Au final, l'Assemblée des élus régionaux, le Conseil régional, décide. Mais dans tous les cas, il décide. C'est aussi de chacun à sa place. Mais j'aime beaucoup cette idée d'il décide en conscience. Et il décide en étant éclairé. Il n'y a rien de mieux qu'un vote dont on sait dire pourquoi on a pris telle ou telle position. Vous voyez, je m'élève au-dessus de la question des groupes politiques, par exemple, pour dire qu'à un moment donné, vous, comme nous d'ailleurs, sommes ici parce qu'on a quelque chose à apporter à la société. Le chemin pour y arriver n'est pas forcément le même, mais la finalité, elle, a la même noblesse que de vouloir être contributeur de ce qu'on peut apporter à nos territoires, à nos habitants, à notre société d'une manière un peu plus globale. De la manière avec laquelle les budgets qui nous sont confiés vont pouvoir être répartis au service des causes qu'on aura nous-mêmes identifiées, depuis la petite dépense de fonctionnement jusqu'à la plus belle ambition d'un investissement d'envergure. Les sujets ne manquent pas, vous en avez évoqué quelques-uns, je les reprends à mon compte et je me permets peut-être de les compléter. Vous avez travaillé sur l'eau ce matin. Merci, Monsieur le Président, d'avoir anticipé ce sujet. Nous étions au Salon de l'Agriculture, il y a un peu moins d'un mois maintenant, où cette question de l'eau a été évoquée à de nombreuses reprises. C'est un sujet dont on ne peut pas se départir. C'est un sujet où, dans notre région, il y a d'ailleurs une vraie diversité, selon qu'on soit dans tel ou tel département, et j'ai même envie de dire tel ou tel territoire ou telle vallée, parce que je pense souvent en vallée, moi. Mais c'est un sujet dont on ne peut pas se départir. C'est un sujet qui, en plus, est très transversal de nos activités. Que l'on parle de pêche, que l'on parle d'hydroélectricité, que l'on parle d'industrie, qu'on parle d'agriculture, qu'on parle de défense incendie. Tous ces sujets sont en lien avec l'agriculture. Nous avons besoin d'avoir une vision sur notre agriculture. Pardon, sur notre question de l'eau. Je m'enferme. Sur cette question de l'eau, nous avons besoin d'avoir une vision. Derrière la vision, il y a l'ambition avec laquelle on souhaite que l'eau soit traitée et quelle place elle doit occuper dans les différents champs de compétences que j'ai évoqués il y a quelques instants. Comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on l'appréhende dans sa réutilisation? Vous savez, très à la mode maintenant, et nous avons un exemple très intéressant du côté du Puy-de-Dôme avec ce que nous avons fait sur le lagunage et cette réutilisation de l'eau. C'est un sujet qui est pleinement posé et sur lequel notre région doit pouvoir aussi faire avancer au plan national les approches qu'il y a sur ce sujet-là. Autre aspect sur lequel il faut que nous ayons une vision, c'est le sujet du stockage. On voit bien que les volumes d'eau sont toujours les mêmes. Enfin, ça, je ne suis pas ici pour faire une conférence scientifique, mais les volumes d'eau sont toujours les mêmes. La question, c'est qu'ils ne tombent pas
de manière aussi linéaire que ce que nous avons pu connaître. Des règlements climatiques obligent. Comment est-ce que l'on réagit? À la fois pour nos activités, mais aussi pour le milieu naturel. N'est-il pas plus prudent de se dire qu'on stocke lorsqu'elle arrive et qu'on redistribue, y compris au milieu naturel, lorsque le besoin s'en fait sentir? La question est en tout cas précisément posée. Se donner une vision, c'est permettre de regarder comment est-ce que nous l'appréhendons. Et donc je suis, Monsieur le Président, très preneur des travaux et de vos délibérations de ce jour sur ce sujet. J'évoquais il y a quelques instants les grands projets d'investissement sur lesquels vous avez donné et sur lesquels vous donnerez. Je pense aux mobilités, naturellement. Les infrastructures de transport, le matériel de transport, les grands investissements, en milliards, naturellement, que nous avons consenti et que nous allons consentir dans les mois et les années qui viennent. On a besoin de la complémentarité de nos regards dessus. Quelle modalité de transport? Quelle place au ferroviaire? Quelle organisation de la densité de la maille du réseau sur notre grand territoire? Quelle place aux départements les moins accompagnés aujourd'hui au regard de ceux qui le seraient le plus déjà aujourd'hui? L'Ardèche, le Rhône, je donne des exemples. Comment est-ce que l'on finance? Grand sujet à la veille de cette rencontre à l'initiative du ministère des Transports sur le financement des mobilités. À l'échelle régionale, comment est-ce que nous l'appréhendons? Le sujet du versement mobilité, précisément, qui sera à l'ordre du jour de nos travaux d'assemblée plénière de la fin de cette semaine. Sujet pleinement posé. Sur cette question du transport encore, la place des Serm, que doivent-ils recouvrir? Dans quelle mesure les périmètres sont les plus adaptés? Et enfin, le sujet qui m'est cher, parce que moi je regarde notre région par la carte et le territoire, comment est-ce que nous sommes en capacité d'avoir une dimension assez juste de ce qu'on offre comme transport dans nos 12 départements, de la zone la plus peuplée jusqu'à la zone la moins dense et la plus rurale, par exemple. Ce sont autant de sujets sur lesquels j'ai évidemment de l'intérêt à connaître ce que vous avez dit et ce que vous direz sur le sujet. Vous avez parlé d'agriculture, on en a parlé déjà, j'en ai dit quelques mots dans mon propos. C'est un sujet, vous le savez, qui m'est cher, compte tenu des fonctions de vice-président que j'ai occupées sur le sujet. Nous avons aussi beaucoup de choses à partager sur cette question de l'agriculture, de vos travaux et de nos travaux, à la fois sur l'ambition qu'on porte pour l'agriculture dans notre région. C'est l'objet des moyens que nous attribuons à l'agriculture dans notre budget. Encore l'objet d'une délibération de cette semaine dans nos travaux d'assemblée plénière. Nous sommes une grande région agricole, ce qui nous oblige, au-delà de la question des moyens que nous lui accordons, de regarder quelle ambition nous pouvons avoir pour notre agriculture demain. Il y a derrière cet aspect-là beaucoup de sujets. L'eau, évidemment, je l'ai déjà évoqué. La place du foncier, dans un moment où la loi Trace est dans son parcours entre nos deux chambres. Ça a évidemment beaucoup de sens. Et ça doit être pris ici complètement en main. Moi, j'ai une vision qui m'est propre, je vous la partage en deux mots, qui est de se dire que sur cette question du foncier, il n'y a pas de règle absolue. Il faut arriver à concilier les différents usages, à la fois de l'habitat, bien sûr, de nos infrastructures, de la place de l'économie au sens de l'économie avec son industrie, et bien sûr l'agriculture. Mais pas avec une approche dogmatique. Moi, je pense que le foncier doit être regardé de ce qu'il est le plus pertinent pour telle activité à tel endroit et en réponse des besoins qui sont précisément exprimés. Nous sommes la grande région des produits sous signe de qualité. Un produit sous signe de qualité, j'aime beaucoup cette image, c'est le croisement entre le savoir-faire et le terroir. Et donc, si on ne protège pas notre terroir, on ne protège pas nos produits sous signe de qualité. Et donc, moi, je suis équilibré, je crois, mais je dis en même temps que la loi ZAN est une mauvaise loi, mais qu'il faut aussi protéger notre foncier agricole parce que nous en avons grand besoin et qu'il faut toujours se poser la question du foncier lorsqu'on parle d'agriculture. Je l'évoquais, la question des produits, parce que nous avons une grande fierté de ce que notre agriculture produit, de ce que les hommes et les femmes qui font l'agriculture dans notre région sont en capacité de donner des belles trajectoires sur nos produits agricoles qui, finalement,
à peine prolongées, à peine sublimées, sont un autre pan important de notre région, avec la gastronomie, naturellement, avec nos chefs, ce qui renforce aussi l'attractivité de nos territoires. Donc l'agriculture est un sujet qui est majeur. Vous avez beaucoup fait dessus, vous ferez encore. Et à la veille d'une décision importante pour nous, où nous allons consolider les moyens que nous accordons pour que la trajectoire de la dynamique en investissement en agriculture puisse être consolidée sur la totalité de la programmation, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Programmation des fonds européens, bien sûr, jusqu'à la fin de l'année 2027. Et c'est pour ça que nous allons consolider avec nos moyens propres de la région pour que la dynamique puisse être maintenue. Nous sommes une grande région agricole et nous comptons à le rester. Sans être exhaustif de tous les sujets qui sont évoqués, il y a bien sûr la culture, sur lequel nous avons un engagement qui est fort, avec une approche aussi qui doit être regardée à l'échelle de notre territoire. Il ne pourrait pas y avoir des zones d'ultraculture et des zones de sous-culture. Je suis très attaché à ce que nous ayons un grand équilibre des compétences portées sur l'ensemble de notre grand territoire régional. Il n'y a pas des grands départements et des petits départements, au sens des habitants. Le service que nous apportons, il doit être le même partout. La culture ne doit pas échapper à cette dynamique, à cette logique. Et il nous appartient d'être vigilants avec des services parfois innovants. Je fais ici référence naturellement à l'opéra itinérant que nous avons eu dans notre actualité et qui est une grande fierté, je dois le dire ici. Monsieur le Président, je pourrais être plus long encore, évidemment, mais je voudrais laisser un temps d'échange, c'est ce que vous aviez souhaité. En tous les cas, en conclusion, vous confirmez d'abord que nous appréhendons tous les sujets de notre côté comme du vôtre. Qu'il n'y a pas d'interdit ni sur l'autosaisine comme sur la commande particulière. Que j'ai un grand intérêt à parcourir, je n'ai pas la prétention de les lire de manière exhaustive, mais à parcourir et à retourner piocher des éléments d'information dans les recueils que vous produisez, parce qu'ils nous sont utiles. Que nous avons à mieux se connaître de toute évidence, parce que si vous avez la chance de recevoir régulièrement des membres de l'exécutif dans vos propres travaux, nous n'entendons sans doute pas assez, Monsieur le Président, la manière avec laquelle vos travaux peuvent percoler sur l'ensemble des élus régionaux, et puis sans doute au-delà. Parce que moi, je le dis ici, contrairement à quelques voix nationales, je suis attaché à mon Césaire. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Les propos que vous venez de tenir montrent à l'évidence que nous sommes exactement sur la même longueur d'onde par rapport à la place de nos différentes assemblées, de nos deux assemblées, et que par rapport à tout cela, eh bien, les thèmes que vous avez évoqués montrent que nous sommes également sur des réflexions communes qui peuvent apporter beaucoup à l'élaboration des politiques publiques, mais comme nous l'avons tous dit, chacun à notre place. Vous avez évoqué la question de l'agriculture. Nous sommes également très attachés à cette question, et cet après-midi, nous allons examiner un rapport pour voir quelles sont les propositions que le Césaire fait par rapport aux crises agricoles dans notre région. Donc il y aura un certain nombre de ce que nous appelons des préconisations qui mettront en évidence les interventions possibles des uns et des autres, et en particulier du Conseil régional, et nous serons bien évidemment attentifs à la manière dont sont répercutées ces préconisations dans vos propres politiques. Et pour ce faire, je vous rappelle, mais je vous l'avais déjà dit, que nous avons élu un vice-président qui est en charge du suivi de ces préconisations et qui s'attelle chaque jour à la tâche, n'est-ce pas, Bruno Cabu qui est ici, et qui nous permet également de faire évoluer nos modes d'écriture sur comment est-ce qu'on écrit une préconisation. C'est-à-dire que pour qu'on puisse mesurer son impact, il faut qu'elle puisse être écrite de manière opérationnelle. C'est ce que nous rappelle presque tous les jours Bruno, et ça c'est important pour nous. Voilà, donc je vais donner la parole à la salle s'il y a quelques questions. Monsieur le Président de région se fera un plaisir d'y répondre. Demandez la parole comme il se doit, et je vous la donne à votre place. Donc, alors, j'ai Marc Aubry. Marc.
Marc, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, d'accepter cet échange. Tu te présentes, Marc? Oui, je me présenterai. Alors, Marc Aubry, je suis représentant ici de la Mutualité française. Je voudrais vous parler, dans le Collège 3 où nous sommes ici, beaucoup de représentants sont issus de l'économie sociale et solidaire. Nous allons prochainement, par le groupe de travail B, aborder cette saisine, notamment sur cette économie sociale et solidaire. Et je vous interroge, compte tenu des difficultés que nous rencontrons, je rappelle que dans notre région, l'emploi de l'économie sociale et solidaire représente 10% des emplois dans notre région. Pour ma part, je préside la Mutualité française au niveau d'une région, enfin de 3 départements, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire. Sous mon égide, j'ai 2300 salariés et leurs familles. Donc notre inquiétude, compte tenu des dispositions que vous avez prises vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire, en tout cas, j'espère que le rapport que nous allons faire, vous allez bien l'étudier et peut-être qu'on pourrait échanger de nouveau par rapport à ce que vous accorderez, vous, au niveau de cette économie. Merci, monsieur, de votre remarque. Vous touchez un point qui est un point important, qui est dans notre actualité, sur lequel on a eu l'occasion d'échanger avec divers publics à de nombreuses reprises. Et je vais vous remercier finalement d'avoir posé cette question, parce qu'elle me permet de dire en 2 mots comment est-ce que nous appréhendons les choses. D'abord, évidemment, nous sommes conscients de ce que l'économie sociale et solidaire apporte sur nos territoires, et de l'impact en termes de moyens humains qui y sont consacrés, vous l'avez vous-même rappelé. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans un moment de tension sur les finances, d'une manière générale, qui oblige à réinterroger un certain nombre de dispositifs. C'est sain, en réalité, que nous puissions réinterroger les dispositifs. Et le choix qui a été fait du côté de l'économie sociale et solidaire a été de laisser, d'abord de rester actif, et de garder une priorité du côté de ce qui va nous permettre d'accompagner notre économie. Et c'est précisément le sens des engagements qui parfois ont été tronqués. Et c'est pour ça que je vous remercie de votre question, parce que ça me permet ici de rappeler quelle est la réalité sur le sujet. Si nous avons consenti à ce que des efforts soient demandés, c'est aussi en consolidant l'engagement de ce qui fait l'économie. Et typiquement, sans rentrer dans le détail de chacun des paramètres, nous avons consolidé notre soutien à France Active pour le fonctionnement comme pour l'investissement. Le fonctionnement, il est indispensable parce que c'est celui qui permet d'accompagner les porteurs de projets dans leur mise en œuvre. Et l'investissement, il est important parce que c'est celui qui permettra précisément de venir accompagner les entreprises. Et donc, ayez en tête, et c'est l'occasion pour moi de le rappeler ici, que et l'un et l'autre, ce qui doit représenter de mémoire 2,5 millions, 1 et 1,5, sont consolidés dans le budget 2025. Alors sur ce point, tu l'as dit, Marc, dès le mois d'avril, c'est-à-dire le mois prochain, notre groupe qui est présidé par Didier Latapie va s'emparer du sujet pour donner un avis d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année sans doute. Voilà. Nous poursuivons avec France. D'abord, elle a disparu. Tu n'avais pas demandé la parole? Non. Ouais. Jocelyne, parce qu'il me semblait que je t'avais. Jocelyne Roche. Merci, Président. Je voudrais remercier le Président Pangroup pour son intervention. Et j'avais une question à lui poser concernant les saisines et autosaisines. Alors c'est vrai que les membres du Césaire s'emparent de sujets en fonction de l'actualité, mais je pense qu'il serait peut-être opportun, je ne sais pas si M. Pankouk en serait d'accord, à ce que nous puissions recevoir un peu plus d'autosaisines et pour être peut-être un peu plus en adéquation avec la temporalité de son programme régional. Je comprends dans ce que vous dites que vous souhaitez un peu plus de saisine. Voilà. Ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai aussi des échanges avec votre président. Et je le remercie de répondre aux sollicitations que je peux lui adresser. Elles n'étaient pas forcément toujours formalisées. Et sans doute faut-il que j'aille un petit peu plus loin dans la formalisation.
Mais il y a des sujets très importants qui sont devant nous. J'aurais pu les évoquer d'ailleurs dans mon propos, mais j'ai noté, je crois, Président, une date le 23 ou le 24 juin, où vous allez vous intéresser à la place que les jeunes peuvent avoir dans le débat démocratique. C'est très important pour nous, hein, parce que par les travaux que vous menez le 23 ou le 24 juin avec ce jeune ou ces jeunes, c'est une manière pour nous d'avoir la place des jeunes dans notre organisation de la région. Et c'est très bien que ça se passe par le truchement du Césaire, compte tenu du mode de représentation qui est le vôtre. Et donc c'est la bonne voie. Place des jeunes, par exemple, c'est un sujet. Je pensais que vous me parleriez de Jeux Olympiques et de Paralympiques aujourd'hui, mais... ça va arriver. Ah, ça va arriver. Je ne reste pas jusqu'à 14h, Président. Hein. Mais en tous les cas, voilà un autre sujet sur lequel, évidemment, nous aurons des échanges à venir. Françoise Pfister. Merci. Bonjour, je suis ici mandatée par l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Et j'avais une question, bien sûr, concernant l'industrie. Ce matin, nous avons beaucoup parlé de solidarité, de partage de ressources, bien sûr, vis-à-vis de l'eau et de l'agriculture. Mais je suis étonnée que pour une région aussi industrielle que la nôtre, ne soit pas évoqué davantage notre besoin en développant de l'industrie régionale. Après le Covid et les besoins de souveraineté qui sont apparus comme évidence, il y a eu un vent en faveur de la réindustrialisation. Aujourd'hui, il semble que ce vent s'essouffle un peu. Je voudrais savoir en quoi la politique régionale va continuer à favoriser une certaine solidarité, je dirais, régionale pour avoir des ressources industrielles de plus en plus conséquentes sur notre territoire. Merci. Merci, Madame, de votre question. Alors, d'abord, si mon propos n'était pas suffisamment orienté sur l'industrie, veuillez m'en excuser, parce qu'il ne traduirait pas, en l'occurrence, ce que je pense et de la manière avec laquelle j'occupe mon temps. L'industrie occupe évidemment une place très importante dans nos compétences, dans le champ de l'économie d'une manière générale, et de ce que ça permet aussi sur le territoire. Si vous avez le sentiment qu'il s'en ferait moins aujourd'hui, je veux vous démontrer en tous les cas tout le contraire. D'abord de ce que nous mettons en œuvre. Avec notre PAC relocalisation, on reste aux avant-postes. Alors certes, il n'a pas été voté en 2023, mais il reste complètement actif aujourd'hui. 1,2 milliard d'euros, ça n'est pas que sur une année, c'est évidemment sur l'engagement de ce plan sur cette période. C'est 14 000 emplois que nous avons créés en conséquence des actions que nous avons menées en la matière. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de rappeler que quand nous sommes la première région industrielle de France, nous sommes aussi la première région de la réindustrialisation. En 2023 comme en 2024, c'est dans notre région que se réalisent le plus d'opérations d'implantation, de développement. Et donc, en réalité, si vous ne l'avez pas vu, c'est pour moi ici l'occasion de le rappeler et de vous dire toute ma détermination. J'étais présent à Tech and Fest, j'étais présent à Global Industries, je suis allé au CES également, parce que nous avons besoin d'être au cœur de ce qui fait l'économie de nos territoires et de l'économie industrielle en particulier. Pour autant, nous sommes dans une période qui est difficile, parce que nous sommes confrontés à des réalités de terrain qui nous opposent des vraies difficultés. Je ne vais pas ici vous parler de Vencorex, je ne vais pas vous parler ici de ce qui peut se passer sur mon territoire avec le projet du Gérine qui est en cours, avec Tokai Cobex qui rencontre aussi des vicissitudes, etc., etc., parce que sur l'ensemble de notre territoire, il y a des situations difficiles. Mais je crois que ça nous oblige d'être encore plus veilleurs et que d'une manière générale, nous soyons en capacité, chaque année, dans les arbitrages que nous rendons sur nos budgets, de savoir consacrer la bonne part pour soutenir notre industrie, de ce qu'elle existe et de ce qu'elle est en capacité de se développer encore demain. De la même manière que, quand on accueille des industries sur notre territoire, il y a pour moi un combo gagnant en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vous le rappelle ici parce qu'il ne s'agit pas que de parler d'industrie, d'industrie, d'industrie. Il y a un moment donné où il faut qu'il y ait les intrants qui font l'attractivité des projets industriels. C'est quoi ces intrants? L'énergie. Quand je fais une tribune pour soutenir le projet d'EPR de Bugey, c'est d'abord parce que nous avons besoin d'énergie sur nos territoires.
Et que quand nous sommes la première région de l'hydroélectricité, nous sommes aussi la première région du nucléaire. Et c'est une grande fierté pour nous. Et il faut continuer de le faire. C'est pour ça que j'ai aussi signé un courrier de soutien à cette idée qu'il pourrait y avoir un développement EPR sur la zone Tricastin. Le deuxième intrant, c'est celui du foncier. Et quand je dis mon désaccord avec la manière avec laquelle la loi ZAN, la disposition ZAN de la loi Climat et Résilience était rédigée, c'est précisément parce qu'il faut savoir dégager du foncier pour nos projets de relocalisation industrielle. Le troisième aspect, c'est celui de la formation. Trop souvent, on entend qu'on voudrait bien, mais qu'on n'arrive pas à recruter. Avec notre plan ingénieurs et techniciens, et techniciennes, eh bien, nous venons apporter une véritable réponse aux industriels. Et quand je les reçois pour, quelque part, leur faire les yeux de chimène, c'est aussi pour leur dire que nous avons du solide à leur proposer. C'est précisément ce que je viens de vous rappeler ici. Je passe la parole à François Jacquard. Merci, Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi, je représente les associations humanitaires, d'abord, permettez-moi de vous remercier pour vos propos sans ambiguïté sur la question du Césaire et du travail nécessaire de collaboration entre votre exécutif et le Césaire, dans une période où, vous le savez, bon nombre de journalistes, mais y compris de parlementaires, ont essayé d'engager un coin contre le Conseil économique, social, environnemental et les Césaires. Donc vous remercier sincèrement en espérant que si un jour vous devenez député, vous tiendrez le même langage. Par contre, je voulais vous interpeller plus particulièrement puisque nous allons cet après-midi débattre d'un avis, d'un sujet, les familles monoparentales. Et un des sujets les plus éclatants des difficultés des familles monoparentales, et vous l'avez évoqué, et je voudrais avoir quelques précisions sur votre pensée, c'est évidemment l'accès aux mobilités. Lorsqu'on est en zone de ruralité, qu'on est famille monoparentale, que nous avons par exemple besoin, pour ces familles-là, de les aider à rejoindre Lyon, frappées y compris par les ZFE, la question de la mobilité est une question prioritaire de rééquilibrage des territoires. Je vis en Ardèche, et vous comprenez, et vous l'avez cité, les difficultés supplémentaires. Beaucoup des habitants de notre département que nous voyons dans nos permanences humanitaires nous parlent du retour du train de voyageurs. C'est un combat que certains mènent, que j'ai mené depuis 20 ans, y compris en tant qu'élu régional. Nous sommes vraiment en attente d'une vraie position de la région par rapport à ça, parce qu'effectivement, plus on aggrave le recours à la mobilité, plus on augmente la précarité. Donc j'ai bien entendu ce que vous disiez, je voulais avoir une précision sur notamment ce dossier emblématique qui est de faire en sorte que le train de voyageurs retrouve sa place en Ardèche. Merci. Monsieur Jacquard, d'abord je dois vous dire que j'ai grand plaisir à vous retrouver parce que vous êtes parmi les élus que j'ai connus il y a quelques années maintenant, et vous étiez élu régional que je ne l'étais pas, et je garde l'image de quelques rapports que j'étais venu présenter dans des commissions alors que j'étais simplement représentant de mon territoire. Donc je voulais vous le partager, merci. Ce que je voulais vous dire aussi de manière très claire, c'est que moi je suis d'abord un élu du terrain. Et si je ne me souhaite pas d'être parlementaire tout de suite, pour reprendre votre propos, c'est qu'en réalité, quand je dis que je suis un élu du terrain, la première chose qui m'anime, c'est le territoire. Le matin, le sujet qui me fait me lever, c'est l'aménagement du territoire. Je déplore souvent qu'en France, on ne parle plus d'aménagement du territoire. C'est une énorme perte. On a l'impression que quand on parle de planification, on voudrait renvoyer à des époques qu'on n'a plus envie de connaître. Mais c'est une profonde erreur. Hein. Il n'y a pas de pays, de territoire qui tiennent debout sans qu'il y ait un aménagement du territoire traduit par une planification. Et le sujet des mobilités, il est précisément là derrière. C'est pour ça que je m'autorise de vous dire ça. Le sujet des mobilités, il est précisément là derrière. Quand on regarde notre région, 8 millions d'habitants, 6 millions desservis par les Serm. Mais ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'il y a quoi pour les 2 millions qui restent? Et vous aurez vu, à la faveur de nos rapports, et notamment de notre projet sur les mobilités à horizon 2035,
que bien sûr on parle beaucoup du train, parce qu'on a l'impression que si on ne parle pas de train, on est un mauvais élu, et qu'on n'a pas traité la question. Et c'est normal qu'on parle de train, parce qu'il faut pouvoir traiter de la dimension d'une mobilité moins carbonée, et malgré tout collective. Et le train est évidemment la bonne réponse dans ce cadre-là. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la mobilité, loin s'en faut. Quand on habite dans les vallées, quand on habite dans la ruralité, on n'a pas la gare devant chez soi. Et très souvent, très souvent, avant de rejoindre le train, il faut avoir pris son vélo ou sa voiture. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Vous faites référence à deux choses. Familles monoparentales, qui pour le coup n'ont pas tout un vélo combo, qui leur permet, qui leur permet d'aller apporter les enfants à l'école avant d'aller chercher le train. Et c'est forcément la voiture. Et nous n'avons ici jamais fait le procès de la voiture. Je le dis de manière très claire, nous n'avons jamais ici fait le procès de la voiture. Parce que nous ne pourrions pas à la fois faire le procès de la voiture et dire que nous soutenons la ruralité, parce que ça serait tout simplement opposé. Et donc il convient, là aussi en termes d'équilibre, de continuer de nous battre pour améliorer les mobilités organisées, sans pour autant se détourner de ceux qui n'ont pas accès à une mobilité organisée de manière immédiate, et pour qui la voiture reste un maillon absolument indispensable, et donc il convient de continuer de le faire. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, s'agissant de l'Ardèche et du train, je vous confirme ici l'engagement qui est le nôtre. Nous avons délibéré en décembre dernier pour la réouverture de la gare du Teil. Alors, le Teil n'est pas toute l'Ardèche, mais c'est quand même un élément qui est très symbolique de ce qui nous permet de considérer qu'il y a enfin des voyageurs ardéchois qui peuvent prendre le train. Nous serons au rendez-vous, M. Jacquard, de cet engagement. J'y mets un point d'honneur et j'aurai plaisir à y aller moi-même. Merci. Alors, je vais être vraiment désolé de ne pas pouvoir prendre toutes les questions qui sont sur mon tableau, et je vais donner la dernière question pour Marie-Christine Place, qui est notre deuxième vice-présidente. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, vous avez parlé d'un projet qui va faire rayonner à l'international notre région et porter justement le regard de millions de personnes sur nos montagnes, les Alpes françaises. Et du coup, c'est un projet ambitieux, un projet audacieux aussi, avec des opportunités, notamment les opportunités d'anticiper les transitions, comment on veut porter le regard sur nos montagnes. Et c'est important pour nous d'être associés justement à ces réflexions et de voir comment ces jeux qui se veulent des jeux durables, des jeux populaires et des jeux pour nos jeunes aussi, et des jeux inclusifs, comment on réfléchit justement et on anticipe ce projet pour qu'il puisse être une vraie réussite et pour que chacun d'entre nous au sein de notre territoire puisse participer et vivre ces jeux et vivre les émotions que les sportifs, parce qu'il faut bien aussi parler des sportifs, et des sportives vont nous faire vivre pendant cette période dans 5 ans. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, de cette question, parce que j'allais presque être peiné de ne pas pouvoir parler de ce sujet. Pour vous répondre, je voudrais d'abord vous dire que j'ai eu la chance, avant de présider notre Assemblée régionale, d'être dès le début engagé dans cette aventure olympique, et j'en suis évidemment très heureux. Pour moi, il y a un cadre du départ dont je ne me suis jamais départi, quelle qu'ait été l'époque. Il tient en 3 thèmes. D'abord, la sobriété. Parce que nous sommes dans un moment de notre société, de nos collectivités, de notre pays, tout simplement, où l'idée n'est pas de faire n'importe quoi, ni sur la dépense, ni sur la consommation d'énergie, ni dans ce qui serait un irrespect des dimensions environnementales. Et donc, la sobriété doit animer chacune de nos décisions, en particulier sur ce projet des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le deuxième, c'est l'éthique, parce qu'on a vu trop souvent, sur des grands projets, une forme d'irrespect de ce que seraient les règles, la bienséance, et puis, d'une manière générale, de ce que nous devons à celles et ceux qui nous font confiance. Et cette dimension de l'éthique est absolument essentielle. La troisième, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, pour moi, résonne de plusieurs manières. Cette inclusion des jeunes, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, parce que tous les publics doivent être intéressés sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, à la fois dans la pratique, mais aussi dans ce qu'ils peuvent en être des acteurs spectateurs. Et cette dimension de l'inclusion, elle est absolument essentielle, là aussi, de chacune de nos décisions. L'inclusion des jeunes, où il faut que le contact avec la montagne soit devenu
systématique pour chacune et chacun des jeunes de nos territoires. La montagne ne peut pas être le territoire inaccessible pour les jeunes. Ça doit être un territoire qui soit vécu et qui soit le prolongement de ce qu'ils peuvent vivre dans leur territoire, celui sur lequel ils sont précisément installés. Et puis l'inclusion des personnes en situation de handicap. Vous savez, dans cette maison, autour de Sandrine Schex, nous avons un travail absolument remarquable qui est mis en œuvre de manière tout à fait volontariste parce que nous allons bien au-delà de ce que la loi nous dit en la matière. Eh bien, il faut que nous puissions aussi le traduire dans les Jeux Olympiques et Paralympiques. Paris 2024 nous a donné un bel exemple en la matière. Il faut que nous sachions prolonger cet exemple-là pour que ça profite à l'ensemble de nos territoires, que ça donne aussi à la France cette image d'une vigilance toute particulière. Voilà pour moi le cadre, en tous les cas, dont je n'ai jamais dérogé et qui restera un véritable indicateur pour les années qui viennent. Vous évoquez également cette question de la transition des territoires de montagne et de la manière avec laquelle nous sommes capables de préparer nos territoires de demain. La première des choses, c'est que, et je ne voudrais pas le dire à votre endroit, mais je le dis de manière plus collégiale, ne jamais oublier que s'il y a des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est parce qu'il y a des sportifs. Et que si nous dégageons toute cette énergie, toute cette volonté, c'est d'abord pour permettre au mouvement sportif, à l'exemple du sport, aux valeurs associées au sport, de pouvoir prendre pleinement leur place dans nos territoires. Ça vient se confronter, quand on fait des Jeux d'hiver, c'est pas la même chose que des Jeux d'été. Et bien sûr que Paris est un exemple, est un guide pour nous dans notre action, mais Paris ne sera pas nos Jeux d'hiver. Et nos Jeux d'hiver ne seront pas Paris. Il faut savoir reconnaître que nous sommes dans une forme de singularité, qu'il y a en réalité 5 territoires dans le monde où on est encore capable de faire des jeux qui correspondent au cadre des Jeux d'hiver, qui correspondent au cadre que j'ai donné dans le début de mon propos. Donc nous sommes dans une forme de singularité. Et dans un moment de transition où ça nous oblige d'être meilleurs encore que ce qui a pu se faire jusque-là. Avec notamment la réutilisation des équipements qui nous ont précédés. On a une chance absolument formidable, c'est qu'en France, dans nos territoires, on a une culture et des équipements autour des Jeux d'hiver. 1924, 1968, 1992, 2030. Nous sommes un grand territoire de Jeux olympiques d'hiver. Eh bien, il faut en profiter pour que cette culture, elle soit entretenue, et la place de la jeunesse est évidemment ici déterminante. Et il faut aussi savoir utiliser tous les équipements structurants dont nous disposons déjà. Le tremplin de saut de Courchevel, la piste de bob de la Plagne. Et je pourrais en citer comme ça à l'envi nos pistes mythiques et bien d'autres équipements qui existent déjà. Cette capacité que nous avons dans nos territoires d'organiser des grandes compétitions sportives internationales tous les ans, des championnats du monde, des coupes du monde, nous en avons tous les ans sur nos territoires. Ça veut dire que nos infrastructures, parfois routières, parfois ferroviaires, même s'il faut encore monter en gamme évidemment, mais il y a un socle qui est déjà satisfaisant. On dit que 95% des équipements nécessaires pour les Jeux olympiques et paralympiques sont déjà existants. C'est une chance absolument formidable. Parce que tout ce que nous n'allons pas devoir faire nous laisse du temps, nous laisse de la bande passante d'intelligence et quelques moyens pour préparer nos territoires pour l'avenir. Et précisément, la transition passera aussi par là. La transition, mais aussi ce que nous devons utiliser pour mettre en éveil les habitants de nos territoires. Pour donner aussi l'exemple, au-delà de nos frontières, de ce que nous sommes capables de faire précisément ici, et qui n'a pas forcément été réalisé déjà ailleurs. Quand je vous dis ça, vous pourriez ne pas me croire. Mais je vais vous dire qu'en réalité, nous sommes déjà dans la démonstration. Les championnats du monde de ski de Courchevel-Méribel 2023, nous avions fixé un objectif ambitieux sur le bilan carbone, nous l'avons atteint. Moitié moins que les championnats du monde qui avaient précédé quelques années avant. Comment on l'a fait ? Eh bien, en visant tous les postes. La question de la mobilité, la question des énergies, la question même de l'organisation. Et c'est comme ça que nous avons obtenu ce résultat. Bilan carbone divisé par 2. Mais il suffit de poursuivre. Nous sommes un grand territoire d'innovation. Nous sommes un grand territoire d'investissement, nous sommes un grand territoire sportif, et moi je ne doute pas
que même si l'ambition devant nous est importante, eh bien nous allons savoir relever le défi. Nous le devons aux jeunes générations, nous le devons aux habitants de nos territoires, nous le devons à l'olympisme. Merci, Monsieur le Président, donc, de vos interventions, de vos propos. Vous venez de dire que vous êtes prêt à relever le défi. Pour notre part, nous sommes prêts avec vous, à travers tout ce qui a été dit ce matin et tout ce que vous venez de dire, nous sommes prêts pour relever le défi de l'intérêt général et, de manière plus large, le défi de la démocratie locale. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci.